Est-ce qu'on peut le regarder tout seul aussi? C'est pas, c'est mieux avec des potes, parce que tout est mieux avec des potes. Maintenant, tout seul, ça va, non? Tout est mieux avec des potes. Je sais pas si tu regarderais un film de Haneke avec des potes, avec de la bière et tout pour se marrer. Tu te marres plus devant Haneke avec des potes que tout seul, je suis sûr. Oui, tu te marres. Et bienvenue sur Predcast, votre émission préférée sur le cinéma de qualité. Et je serai votre hôte Arknea et je suis accompagné comme toujours de Nokide. Bonjour. Je suis accompagné de Daisu. Bonjour. Et je suis accompagné de Pamancha. T'as dit que tu seras notre autre? Oui, je suis votre autre. T'as dit notre autre, Arknea. Autre. Ah, bah je suis de beaucoup d'autres personnes aussi. Hein, voilà, j'ai une vie comme vous. Oui. Je suppose que techniquement tu es l'autre de nous, donc d'accord. Exactement. Et bienvenue dans cette partie 1 du coup de notre émission. Nous allons cette fois-ci parler d'enfermement. Oui, parce que nous avons décidé de parler d'un sujet de société qui n'est pas du tout d'actualité. Donc, dans cette partie 1, nous allons parler du film Symbole. Est-ce que quelqu'un serait chaud pour faire un petit résumé du film? Alors, Symbole, ça raconte l'histoire d'un Japonais qui se retrouve enfermé dans une pièce complètement blanche. Il sait pas du tout où est-ce qu'il est, il sait pas comment il est arrivé là. Et dans cette pièce blanche apparaissent des petits boutons. Et il se rend compte que quand il appuie sur les boutons, un objet complètement aléatoire pop dans la pièce. Donc ça peut être une chaise longue, un mégaphone, vraiment n'importe quoi. Et en gros, il essaye de s'échapper de la pièce. Voilà, très bon résumé. résumé. Il y a une autre partie du film aussi. Oui. Oui, il y a un autre film dans ce film. Mais je vais commencer par un petit disclaimer pour le spectateur. Malheureusement, c'est un film qu'il faut idéalement ne pas spoiler. C'est mieux que vous le regardiez sans avoir aucune info. Donc, si vous voulez nous écouter, le film est sur YouTube. Il est facile à trouver. Donc, voilà. En gros, t'es en train de dire aux spectateurs de ne pas nous écouter parler du film. Regarde. Vous seulement nous écoutez après avoir vu le film. Chers spectateurs, ce que vous faites, vous n'arrêtez pas la vidéo, vous laissez la vidéo, vous mutez la vidéo, vous laissez tourner, vous allez ouvrir un autre onglet, vous regardez le film, et puis vous revenez sur la vidéo, vous recommencez du début, vous remettez le son et vous nous écoutez, voilà. Comme ça, il la regarde 2 fois, tu vois. Mais moi, j'allais dire justement que comment veux-tu qu'on spoil si on n'a déjà pas bien compris le film Est-ce qu'il y a tellement à comprendre, je veux dire parce que... même sans avoir compris forcément le film, il y a notamment un gag final que si tu spoil, tu perds une partie du film, je trouve. Oui. Moi, j'ai juste envie pour un peu terminer la partie intro du film. J'ai plus envie de demander à Dessou, puisque c'est lui qui a proposé c'est moi. qu'on voit ce film pour le podcast. J'ai envie de demander pourquoi ce film-là spécifiquement. Pourquoi ce film-là spécifiquement? Parce que c'est un film réalisé par Hitoshi Matsumoto, qui est un réalisateur japonais que j'affectionne particulièrement. Est-ce que tu peux juste nous dire la date la date de sortie du film? C'est 2009, c'est ça? 2007? Non, je pense que c'était 2009. C'est 2009, dit-il d'un ton assuré. Et donc pourquoi ce film? J'avais envie de parler de l'auteur. Après, pour contextualiser, l'auteur, c'est un présentateur télé. Je ne sais pas si vous vous souvenez du What the Cut sur les émissions japonaises. Si vous êtes vieux, vous vous souvenez? On est tous vieux, donc normalement. Oui, vous vous souvenez? Ça fait longtemps, en fait. Donc c'est le présentateur d'une émission de télé au Japon où le principe, c'est que donc, tu as plusieurs types qui sont soumis à une situation. Et le premier qui rigole a perdu. Sauf que celui qui a perdu, il se fait taper dessus ou il reçoit un châtiment corporel, en fait. Une émission japonaise, voilà. Vous avez sûrement déjà vu des extraits. Ça a beaucoup tourné à une époque. Sur YouTube, ouais. Et donc il s'est mis à réaliser des films que moi j'aime beaucoup. Et alors, pourquoi est-ce que ce film-là en particulier et pas ces autres? Parce que, déjà, c'est un de ces films dont on parle le moins. Et c'est le plus... pas le plus extrême, mais le plus radical. Le plus radical. Du coup, j'espère qu'il va créer des tensions, le débat. La sensation. Voilà. Alors, les gars, est-ce qu'il y a la dissension qui se profile entre nous? Qui aime, qui n'aime pas, c'est ça? Moi, honnêtement, j'ai bien aimé. Surtout qu'on ressent bien l'influence japonaise dans le
dans le fait de faire un peu souffrir quelqu'un en le mettant dans une situation complètement random et essayer de Parce que quand je voyais les films, je ressentais bien, j'imaginais bien. Tu sais, le présentateur, tu sais, dans une petite fenêtre sur le côté en mode, tu sais, en train de rigoler en mode il commentait comme ça en mode que va-t-il faire ? Est-ce qu'il va tenter la corde ? Allez. Attention, petit détail, c'est que l'acteur qu'on voit dans le film, c'est le réel, en fait. Ouais, c'est le présentateur télé. Oui, tout à fait. Donc, il est acteur, réalisateur, voilà. Scénariste. Scénariste. Mais cet homme sait tout faire, mon Dieu. En gros, c'est une grande... je sais pas si on peut vraiment dire que c'est une grande star au Japon, mais en tout cas, c'est... Oui, c'est quand même. Hein. Ouais. C'est vraiment une espèce de Kitano numéro 2, entre guillemets. Ouais, de Kitano un peu plus rigolo, un peu plus rigolo. Ouais. Parce que bon, la grosse différence, c'est que Kitano, les films de Kitano sont très différents de ce qu'il fait en comédie. Les films de Kitano, c'est beaucoup plus nihiliste, limite dépressif. Tandis que Matsumoto, c'est vraiment, il fait de la comédie dans ses films. Donc il reste sur son registre, entre guillemets. Après, petit commentaire que j'ai beaucoup aimé le film. Ça change pas. Par contre, je sais pas si j'ai autant ri que vous pendant le film. Il y a 2-3 moments qui m'ont bien plu, mais après, c'est pas forcément le film qui me fait rire aux éclats. Je sais pas vous, de votre côté. Moi, justement, j'allais dire un peu mon avis, c'est que j'ai bien aimé, mais j'ai beaucoup moins ri au deuxième visionnage et je me suis un peu ennuyé. Donc, voilà, je recontextualise un peu. Le premier visionnage, je l'ai vu avec vous. Donc, on était un peu entre potes comme ça. Et voilà, je crois que j'étais un peu dans le film et c'était... Ouais, voilà, on a passé un bon moment. Mais quand j'étais tout seul, avec un peu de recul, je me dis, en fait, on s'ennuie quand même un peu beaucoup parce que les blagues, malheureusement, sont fort anticipables. Donc, à moins d'être justement dans cette ambiance bif, que moi j'appelle, hein, donc une ambiance de cinéphile entre potes, ben, on pourrait avoir beaucoup du mal à rentrer dedans. Et je pense que, voilà, au niveau des blagues, j'ai l'impression que c'est un moyen-métrage qui a été un peu trop prolongé, quoi. Oui, d'accord. À ce sujet-là, moi je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il marche moins la deuxième fois parce qu'il y a moins l'aspect surprise. L'aspect puzzle ne fonctionne pas aussi bien. Et effectivement, j'avais lu un commentaire d'un type qui l'avait vu au BIF justement et qui expliquait que l'ambiance au BIF, les gens devenaient fous, les gens étaient à fond dedans, quoi, tu vois. Donc je pense qu'il marche mieux la première fois que tu le revois et dans un contexte social avec plein de gens qui réagissent fort, quoi. Juste pour ceux qui connaissent pas, le BIF, c'est le Festival international du film fantastique de Bruxelles, qui passe chaque année, mais du coup peut-être pas cette année parce que... Si, il le passe en ligne. D'accord, voilà. Mais du coup, c'est un festival qui passe chaque année des espèces enfin beaucoup de films fantastiques, mais dont souvent des ovnis, des films très bizarres qui marchent spécialement bien en festival, donc avec un public qui apprécie ce genre de délire, quoi. Mais je crois que c'est même l'un des plus gros festivals du film fantastique, des films à ovni, quoi. T'as des très bons nanas en plus qui passent là-bas. Donc oui, voilà, ça c'est un peu l'ambiance, quoi. Après, voilà, c'est un peu dommage de devoir être dans ce genre d'ambiance pour vraiment apprécier totalement le film. Mais après, ça se laisse regarder, quoi. Donc il y a quand même ce mystère, cette surprise. Ton cerveau essaie de trouver une logique là où il y en a pas, tu vois. Et voilà, ça reste quand même très intéressant. Parce que vous avez tous les deux mentionné cet aspect puzzle et cet aspect essayer de trouver une logique au déroulement de l'histoire. Est-ce que vous pouvez juste un peu situer ce qui se passe concrètement pour activer cette logique dans le cerveau? Alors, en gros, le personnage est dans la pièce et appuie sur les boutons et des objets pop. Ouais. Donc au départ, il sait pas trop ce qu'il fout là et il sait pas trop ce qu'il fait, donc il touche un peu les boutons au hasard. Et à un moment, il touche un bouton qui active une porte. Mais c'est pas si simple que ça parce que le bouton est d'un côté de la pièce, la porte est de l'autre côté. C'est une grande pièce. Du coup, le temps qu'il appuie sur le bouton et qu'il aille vers la porte c'est déjà refermé et il a pas le temps en fait. Et donc, il va essayer de trouver avec tous les objets qu'il a à sa disposition un moyen d'accéder à la porte. Et puis, il se passe encore d'autres choses. Je ne vais pas rentrer plus dedans, mais il y a un aspect où c'est une espèce de puzzle ou une espèce d'énigme où il doit trouver un moyen de sortir, quoi. C'est ça. Donc, c'est Prof Layton, le film. Un peu.
justement, si on rentre un peu là-dedans, dans ce sujet-là, on peut expliquer symboliquement à nos auditeurs que le film raconte vraiment le processus d'évolution de la pensée. Parce que justement, comme Dessou disait, c'est qu'on a un personnage qui va découvrir un nouvel environnement que personne ne connaisse. Un environnement qui a sa propre logique, en plus. Voilà, tout à fait, qui a sa propre logique. Et justement, notre personnage va essayer de comprendre la logique de son environnement pour la contrôler. Donc, ça se passe en 3 phases. Donc, il y a l'exploration, donc où il va tester tous les boutons, il va avoir plein d'objets, et à partir des objets qu'il aura, et ça, c'était quand même très bien fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de plantes récoltées comme ça, il va pouvoir essayer de s'enfuir du lieu. Et en fait, dans la fuite du lieu, c'est la partie mise en pratique, quoi, donc, de ce qu'il connaît dans son environnement. D'ailleurs, il fait des très bons petits tutos de comment peut-on s'enfuir de ce genre d'endroit. Spoil pas ça, c'est la surprise qui compte aussi. Des petites transitions sous forme de BD, quoi. Ouais. Très chouette. Et puis, il y avait la 3e partie que moi, au premier visionnage, je l'avais pas compris, mais au 2e visionnage, j'ai un peu mieux cerné ce que le réalisateur voulait nous dire, c'est que c'est la projection. À partir du moment où notre personnage a su maîtriser son environnement, donc il connaît les objets, il sait comment les mettre en pratique pour finalement avoir une mainmise sur son destin, il pourra maintenant se projeter, quoi. Et bon, ça part un peu en strip métaphorique, métaphysique, façon Denis Darko, tu vois, mais... On l'a comparé à 2001, j'ai lu plusieurs fois que la fin faisait penser à 2001. Il y a beaucoup de choses qui font penser à 2001. D'ailleurs, un truc que j'aimerais dire par rapport à l'histoire, par rapport au fait, justement, tu parles de métaphysique, pour bien situer, pour les gens qui nous écoutent, il est dans un endroit qui basiquement n'existe pas. C'est un endroit assez métaphysique où t'as pas vraiment de règles bien précises sur comment ça fonctionne. Et c'est quand même bien induit que, en tout cas c'est comme ça que je le vois, il est dans l'au-delà pour moi. Je sais pas vous, mais moi je pense bien qu'il est. Moi je le vois comme quelqu'un qui est mort, qui se réveille dans l'au-delà. Il est dans un non-lieu en fait. C'est ça. Mais je sais pas. Moi, si tu me poses la question, je te dirais que j'ai même pas réfléchi à où il est exactement. Pour moi, c'est vraiment un aspect... c'est pas très important. Oui, c'est ça, c'est un aspect presque totalement secondaire à ce qui se passe effectivement. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont il a interagi avec son environnement. Quoi. Mais c'était important pour moi de préciser. Il était dans un lieu non existant, finalement, métaphysique, parce que j'ai très envie de parler de l'histoire B de ce film. Okay. Juste avant, pour préciser aux spectateurs, parce que là on parle de métaphysique et tout, ça reste une comédie, il y a des blagues de prout, ça reste assez léger en fait, c'est pas complètement... Il n'y a pas que des blagues de prout. Il y a plein de blagues, de prout. Il y a quelques-unes des blagues de prout. Le film fonctionne beaucoup sur un humour complètement débile aussi, hyper absurde. Oui. Assez japonais. Moi, j'aimerais bien revenir à ce que Nucky Day disait sur la manière dont le personnage interagit avec l'environnement de la pièce. Effectivement, comme Nucky Day dit, c'est d'abord il explore, puis il expérimente, puis tout ça. Mais ce qui est fort, c'est que tout ça, ça se fait... En fait, puisqu'il est tout seul, il ne parle pas, en fait. Ou en tout cas, il parle, mais il parle quasi pas. Il parle quand même, il crie beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai. Il crie beaucoup, mais effectivement, il est tout seul et tout le film repose sur l'acteur. L'acteur tout seul qui doit tout gérer. Oui, c'est ça. Tout repose sur lui. Mais je veux dire, quand il se pose des questions sur son environnement, il ne les dit pas à voix haute. En fait, tu les comprends par comment il se balade au milieu de cette pièce et il essaye de discerner le principe des boutons. Enfin, tout ça, c'est à la fois un truc de jeu d'acteur et aussi, en fait, un truc d'écriture de scénario qui est particulièrement efficace. Et ça fait plaisir de voir un film qui utilise très peu de dialogue parce que, encore une fois, on a tendance, quand on est scénariste ou même spectateur, on a tendance à lier le scénario avec les dialogues. Or, le scénario, c'est principalement les actions qui se passent devant la caméra, tu vois. Donc, on oublie parfois que la force du cinéma, c'est raconter avec des images, surtout, et que c'est raconté avec
des personnages qui bougent, qui vont de gauche à droite, tu vois. Et non, ça fait toujours plaisir de voir ça. Bah oui, c'est ça. Ça fait plaisir de voir un film qui te présente une situation très simple. Du coup, quelque part, les questions que le personnage se pose sont pas genre hyper compliquées à comprendre. Mais le fait qu'il décide de ne pas les poser à voix haute montre que quelque part, le film te prend pas pour un con. Il se dit, ok, le personnage se pose des questions, mais il va montrer qu'il se pose les questions, tu vois. Après, je le vois bien aussi en mode, tu sais, très détective, tu sais, il décrit tout ce qui lui arrive en mode je suis dans une pièce blanche et il y a des boutons partout. Je devrais essayer ces boutons. Oh mon Dieu. Arrête. Oh, moi, ce serait horrible d'entendre Non, arrête. Ça me rappelle Spider-Man. Arrête. C'est un épisode de Conan le détective. Détective Conan. Il passe tout le film à se frotter le menton comme ça. Mais surtout qu'en plus, c'est vrai que si ça avait été un manga, il y aurait eu, à mon avis, beaucoup de dialogues internes, tu sais. Il y aurait eu beaucoup de trucs avec le personnage, tu sais, qui s'interrogent comme ça. Ouais. Concrètement, le Matsumoto savait pertinemment que son type de jeu et son type de personnage ne fonctionnent pas avec de la voix off. Son type de jeu est basé sur un espèce de jeu grotesque et burlesque, et du coup, voilà, quelque part, le gars doit avoir l'air de pas réfléchir très très loin. Oui, il joue un idiot. Oui, c'est ça. Il a l'habitude de jouer les idiots en général. Après, justement, un truc qui m'a plu aussi avec le film, c'est que le gars est pas trop con non plus. C'est-à-dire que il comprend il accepte la situation très vite. Bon, voilà, il se sert des boutons, il essaye, il expérimente. Et quand il y a une solution qui s'ouvre à lui, au moins il essaye, tu vois. Parce que dans d'autres situations, j'aurais bien imaginé, tu sais, un gars comme, tu sais, il appuie sur le bouton qui ouvre la porte. Et il s'en rend pas compte, tu sais. Et du coup, on aurait ragé pendant tout le film en mode mais voilà, il devrait essayer le bouton. Enfin, tu sais, il y a pas ces moments où, tu sais, on a envie de lui gueuler dessus en mode fais ça, appuie sur ce bouton-là, merde. Ce qui est rigolo aussi, c'est que il y a des fois où il cherche des solutions et les trucs qu'il essaye sont des trucs complètement cons, en fait. Oui. Ce sont des trucs qui Mais c'est la situation qui lui impose un peu ça aussi. Oui, mais enfin, je veux dire, quand à un moment, c'est juste il a une espèce d'amphore comme ça, et il va l'utiliser pour maintenir un bouton appuyé, Ouais. mais ça marche pas, et du coup il décide, ok, je vais remplir cet amphore d'eau, sauf que l'eau, elle arrive pas là où il veut, elle arrive toujours sur sa tête, et du coup il essaye de faire verser l'eau qui s'éclabousse sur sa tête dans l'amphore, et il n'y arrive pas, et c'est juste, tu dirais que voilà, il se rend compte que ça marche pas, il essaye direct autre chose parce que ça marche pas. Sauf que là, il va juste essayer pendant bien. Il va tenter de 50 manières différentes de le faire, alors que concrètement, il voit très très bien que ça ne fonctionne absolument pas. Quoi. C'est le principe du scénario, hein, c'est que l'environnement va s'opposer aux idées farfelues du personnage. Et ça va, encore une fois, créer des scènes comiques, quoi. Donc, moi, je pense que oui, voilà, c'est le principe de base. Je pense que l'auteur a voulu vraiment faire au plus simple. Et voilà, c'est un acteur-réalisateur. Il sait jouer avec l'acting pour faire transmettre des situations complètement captivantes, quoi. Je tiens à dire quand même que c'est vrai que le coup de l'amphore, c'est le seul moment où j'étais en mode utilise la sauce soja, remplis ça de sauce soja au lieu d'utiliser des sushis, merde. Le sushi aurait pu fonctionner, hein. Enfin, ça a fonctionné jusqu'au moment où ça fonctionne plus. Oui. Ouais, d'accord, mais en vrai, je pense que les sushis, ça pèse rien. Je pense qu'avec un liquide, ça aurait été mieux. Oui, bon, voilà. Mais s'il avait fait avec le liquide, le gag aurait pas marché. Le gag aurait été moins drôle, c'est vrai. Oui, c'est ça. Plusieurs fois, je me suis dit que oui, le personnage est quand même assez bête des fois parce que il est obligé de tâtonner pour trouver la solution, quoi. Alors que la solution était juste devant lui. Ouais. Mais ça, c'est du chipotage parce que. Oui, j'ai vu une deuxième fois aussi. Voilà. Aussi, c'est que voilà, au bout d'un moment, il faut bien. Je pense, je sais plus qui l'a dit plus tôt, mais ça ressemble un peu à un moyen métrage qui a été rallongé. Oui, voilà, au bout d'un moment, il faut bien un peu remplir 1h30, quoi. Oui. Tiens, rien à voir, c'est juste que vous partez du principe qu'il s'est réveillé avec ce pyjama dans cette pièce, alors que bon, moi, je le voyais très bien vivre, en fait, comme ça, en fait, c'était son habit tous les jours, enfin, en tout cas, son habit de nuit, quoi, que c'est son style, surtout avec ses coupes de cheveux. Oui, c'est pas précisé, quoi. Ouais, en fait, mais ça me fait marrer de m'imaginer, tu sais, il était dans son lit et il se réveille comme ça. C'est vrai que c'est pas un détail qui a énormément d'importance. Non, c'est juste rigolo qu'il ait un pyjama bizarre. Je pense
que l'acteur réalisateur a choisi cette coupe parce que c'est une coupe juste moche et que c'est très drôle à voir, quoi, c'est tout. Mais le pyjama, pareil, hein, il voulait un truc moche. Même chose aussi. C'est peut-être juste la lumière, mais moi j'aime bien ce pyjama. Je trouve qu'il est magnifique. Mais c'est peut-être que si on le voyait en vrai, avec une autre lumière, ce serait dégueulasse. Probablement. Mais je me dis, oh, ça va. C'est un pyjama, après, ça n'a pas besoin d'être magnifique. Si tu vis tout seul, d'accord, mais c'est genre si t'es marié avec ta copine et tu vas tous les soirs au lit avec un pyjama pareil, tu te dis. D'accord, mais il n'empêche que... Tiens, d'ailleurs, un truc sur lequel dont je voulais parler aussi, c'est quel gag qui vous avait fait rire dans ce film ? C'est surtout le gag... L'escargot. Ouais, l'escargot. L'escargot. Bah, le gag de la fin. Mais... Le gag de la fin. Non, c'est surtout l'escargot qui est juste incroyable, quoi. Le setup, quoi. Le setup autour de Oui, bah, il y a une surprise de dingue. Ouais. Moi aussi, ça m'a fait beaucoup rire, mais après, j'étais surtout confus au début, et c'est seulement quand l'enfant est venu pour faire un câlin à son père que là, j'avoue que ça m'a vraiment fait rire. Bah oui, bah, c'est là que le truc prend tout son sens. Ouais, c'est ça, quoi, tellement. Et... Mais sinon, le premier gag qui m'a fait rire, c'est le coup de la sauce soja. J'avoue que c'était très drôle. Ouais, la sauce soja. Ah, je l'avais anticipé, mais genre, dès le début... Ouais, mais ça reste marrant. Bon, c'est quand que tu vas faire la blague ? C'est vrai, du coup, je l'avais vu il y a longtemps, et je me souvenais très généralement de ce qui se passait. J'avais oublié ce gag-là, et en le revoyant, effectivement, je me disais, c'est téléphoné. En vrai, on se doute très, très vite de la chute. Et surtout, il tire sur l'élastique le plus longtemps possible. Il mange tous les sushis. Il mange chaque sushi en temps réel, sans exception. Ouais, mais sa façon dont il le dit après. Ouais, au bout d'un moment, c'est genre tu dis bon, oui. Ouais, c'est la manière. Oui, son jeu fonctionne en fait. Hein, parce que même quand il mange les sushis, il est drôle en fait avec ses petits grognements. Ça fonctionne, tu vois. Il fait genre, il arrive à le tenir. Quoi. Mais c'est un bon acteur. Mais... Bah, dans le même genre, t'as le coup des mangas, tu sais, où il est en mode j'ai lu jusqu'au numéro 6, maintenant, ouais, le numéro 7. Numéro 7 ? Non, je veux le numéro 7. Non, le numéro 7. J'avoue, ça m'a fait un peu rire. C'est genre, il est numéro 6, et puis il veut le numéro 7, et puis il appuie sur un bouton, et puis c'est le numéro 8. Ensuite le numéro 9. Et puis le numéro 9, et ensuite la sortie, il s'en rend compte tout de suite. Ou sinon, il y a des gags comme ça qui me faisaient un peu sourire. C'était à chaque fois quand il se ratait, tu vois. Donc, à un moment, il s'imagine la réussite à portée de main, tu vois. Et puis après, ah non, voilà. Bon, c'était pas un si bon plan que ça. Donc, voilà, il y avait ça aussi que moi j'aimais bien, mais après... Après, c'est vrai que quand j'y repense, il y a quand même quelques Deus Ex Machina, hein, donc il y a quand même quelques événements. Voilà, le coup où il se fait enfermer à cause de la porte, qui n'arrive pas à ouvrir. Ben voilà, il aurait fallu que ça soit le personnage qui trouve la solution, que juste la porte qui s'ouvre. Je comprends pas ce que tu veux dire. Comment ça, ce soit le personnage qui trouve il a trouvé la solution. Ah bon ? C'est vrai que c'est peut-être lui qui le fait glisser. Ils sont en courant d'air et il fait glisser lui la porte. C'est peut-être bien ça. Oui, c'est ça, hein, il me semble, non ? Ah... C'est pas ou alors j'ai pas bien après, je sais pas bien ce que ça aurait rajouté qu'il y ait un autre puzzle à ce moment-là. Ça aurait été... surtout qu'en plus, finalement, est-ce qu'il s'en sort ? Ouais, ça c'est une autre question, mais je pense que s'il y avait eu un autre puzzle à ce moment-là, je me serais dit, là, il essaye concrètement de rallonger le film artificiellement, quoi. Parce que je me dis, c'est bon, là maintenant, il y avait un gros puzzle au début. Il a trouvé la solution, maintenant c'est fini, les puzzles, c'est bon, on passe à autre chose. Au bout d'un moment, il ne faut pas abuser non plus, quoi. On revient au Mexique. C'est ça, on revient au Mexique. D'ailleurs, en parlant de Mexique et de rallonger artificiellement le film, moi, je ne sais pas si vous avez ressenti ça comme ça, mais je me dis, j'ai eu peut-être un peu cette réflexion à un moment. Est-ce que le fait d'avoir une histoire B est pas quelque part un peu une manière de rallonger le film pour arriver à 1h30 et avoir un long métrage? En fait, j'ai ma petite idée, c'est que le réalisateur, Matsumoto, c'est ça ? Matsumoto, oui. A proposé l'idée de ce long métrage à des producteurs, et à mon avis, on l'a envoyé bouler en mode « Oui, mais mec, tu vas pas juste faire une blague pendant 1h30, tu vois ?» Et donc, il s'est dit « Comment je vais faire en sorte pour remplir, pour que ça soit quand même pas trop emmerdant, tu vois ?»
Donc, à mon avis, il s'est dit, je vais Du faire... coup, il a mis le Mexique. Il a fait l'histoire du Mexique, donc il a raconté un peu la petite famille, tout ça. Mais En est-ce vrai- que tu penses qu'il a rajouté l'histoire du Mexique pour rendre le film moins emmerdant? Oui, je pense. Je pense que à la base, c'était juste une blague qu'il voulait faire, Ouais. rapide avec des catcheurs, tu vois. Et il s'est dit, oh mais non, je vais développer aussi cet Ah non, aspect-là. ok, d'accord, ok. J'avais compris l'inverse en fait. J'avais compris qu'il voulait faire la partie dans la Ah. pièce. Et puis pour rendre le film moins emmerdant, il a décidé de rajouter une partie genre sociale semi-documentaire sur des catcheurs au Mexique. Et je me dis, mais quoi? Mais Nucky Day, dans quel monde vis-tu? Et surtout qu'en plus, c'est une vraie histoire en plus. Pour résumer, c'est l'histoire d'un catcheur mexicain qui s'appelle Escargoman, et on voit un peu son histoire avec son gosse qui croit en lui, qui croit en son père, mais en même temps qui n'a pas envie qu'il se blesse lors de son prochain combat. Et on voit un peu le garçon qui doit affronter les moqueries de ses camarades de classe. Il essaie d'encourager son père sur le ring dans un combat à moitié perdu déjà. Et moi, mais tu sais, pendant toute la durée du truc, j'étais en mode, mais pourquoi il y a cette histoire? Je ne comprends pas. Mais en même temps, tu sais, j'étais pris dedans parce qu'il y a des vrais personnages, il y a une tension, il y a quelque chose. Et quand j'ai compris que c'était juste un setup pour une blague, mais genre juste une blague, j'étais en mode, waouh, tout ça pour ça, mais c'est à la fois génial, mais en même temps complètement débile, tu vois. Même la mise en scène rend ça, c'est filmé caméra au point, tu vois. Caméra à l'épaule, oui. Caméra épaule, avec la caméra qui tremble un petit peu, enfin la mise en scène fait très film social mexicain, quoi. Ah ouais, bah, mais après, la nonne qui avec ses lunettes qui fume un cigare, il y a un moment où tu Oui, dis, mais enfin- on n'est pas non plus dans du Frère Dardenne. Hein. Oui, d'accord, mais c'est quand même pas la même mise en scène, quoi. C'est quand même pas le même ton, le même. moi, je veux un film sur cette nonne. Hein. C'est le meilleur personnage du film, je trouve. Elle fait très manga, je trouve. Ouais, mais Il y ça avait qui rend pas génial. un genre de nonne comme ça dans Machete? Oui, hein, oui. Elle fait très son notion. Il y avait pas des nonnes dans Machete? Ouais. Il y avait un prêtre dans Machete. Ah, c'était un prêtre. Ouais. Après, je sais Ouais, pas. voilà. Moi, j'avais trouvé que c'était pas bien Machete. Oh, ouais. Mais... C'était pas si mal que ça, mais pour revenir à Symbole, je suis un peu divisé sur la partie au Mexique, parce que c'est vrai que c'est très long, mais je serais tenté de dire que le film vaut la peine de garder cette partie, parce que déjà, je trouve qu'elle est bien faite, et puis vraiment, juste pour le gag final, le gag avec le gamin, ouais, ça vaut vraiment le coup. Vraiment, moi, je suis partant pour la garder. Ok. Mais ce que je voulais dire justement, c'est que au deuxième visionnage, j'étais quand même vachement plus captivé sur le passage au Mexique que sur ce qui se passait dans l'endroit bizarre enfermé. Ah, oui, What? voilà, écoute, What? voir un mec confiné... Nokida était plus mon ami. Ouais. Mais sinon, je trouve que ce que dit Nokide à propos de trouver l'autre partie plus captivante peut se justifier, parce que finalement, dans la partie mexicaine, t'as des personnages qui ont un but, des envies qui sont vraiment développées, qui ont en plus un climax à la fin, alors que finalement, la partie avec le japonais, c'est juste un gars qui fait des trucs. Il a un désir de pouvoir sortir, on est d'accord, mais bon, finalement, voilà, il reste un peu coincé là où il est, jusqu'à ce que trouver une solution. Bon. Oui, c'est clair que la partie au Mexique, c'est une vraie histoire jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça. Mais là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a des personnages, il y a des enjeux, il y a des relations de conflits. Après, il y a vraiment des scènes où il se passe rien au Mexique. Il y a une scène où il est en train de se préparer, en train de mettre ses chaussures, et ça dure 5-10 minutes, et puis... Ah, je sais pas, j'étais plus captivé par ça. Voilà. Il y a la scène tout au début, quand il y a la nonne, du coup, qui est la fille du catcheur, qui vient le chercher pour l'emmener à l'arène. Et c'est genre, ils sont tous les deux dans la bagnole, et puis ils sont totalement silencieux. Puis le catcheur, il fait « Et le travail, ça va ?» Ouais, c'est ce genre d'ambiance-là qu'il y a dans... Ouais, justement, j'aurais tendance à dire que ça rajoute à l'ambiance du film, et vu que ça n'a aucun rapport avec l'histoire principale, je ne sais pas, mais ça rajoute au gag. Ça rajoute au gag dans un sens. Ouais, et ça accentue même le côté... En fait, le fait que le film soit un peu what the fuck te permet de raconter ce genre d'histoire qui n'a rien à voir avec l'histoire principale. Si, à part le lien, il est dans la blague, tu vois. Mais... Moi, je pense que non,
ça apporte une autre dimension, quoi. Ça apporte plus de fraîcheur, tu vois. Ouais, oui, ça aurait été peut-être trop répétitif si ça avait été juste le gars dans la pièce. Ouais. Après, je pose juste la question, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de hyper la blague finale Peut-être. De fou. Peut-être. Ouais, mais si ça va obliger les gens, à regarder ce film, il faut bien donner envie aux gens aussi. Tout à fait. Et on rebondit bien sur ce sujet-là, parce que maintenant, on va être dans les dernières questions. Donc, à qui vendrez-vous ce film ? Il faut vendre le film, comme tu avais dit, qu'on avait regardé au premier visionnage, Nucky Day, c'est entre potes, dans l'ambiance un peu intriguée, un peu bizarre d'un film chelou qui sort de je ne sais quel esprit malade. Ouais. En tout cas, c'est probablement le meilleur contexte pour le voir. Donc, pas une soirée Disney, tu vois. Donc, pas une ambiance. En même temps, on se fait une soirée Disney. Ouais, je vais vous apporter un film japonais, vous allez voir, ça va être génial. Ouais, je vois mal le truc. Ouais, en même temps, c'est vrai que si je l'amène, genre, le programme de la soirée, c'est genre Pinocchio, c'est genre Pinocchio, Dumbo et Symbole. Je pense que Symbole va... marquer les esprits. Oui, c'est ça. Il va pas passer inaperçu. Moi, j'aurais tendance à dire, si le bif vous manque, écoutez, regardez ça. Hein. Oui. Entre potes, du coup. Oui, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut le regarder tout seul aussi ? C'est mieux avec des potes, parce que tout est mieux avec des potes. Maintenant, tout seul, ça va, non ? Ouais, parce qu'en plus, tout est mieux avec des potes. Je sais pas si tu regarderais un film de Haneke avec des potes, avec de la bière et tout pour se marrer. Tu te marres plus devant Haneke avec des potes que tout seul, je suis sûr. Oui, tu te marres plus. Oui. Après, moi, j'ai regardé le film sobre et tout seul, je me suis pas ennuyé, ça va, il faut pas non plus exagérer. Hein. Oui, mais est-ce que tu n'aurais pas passé un meilleur moment si on avait été tous ensemble ? De toute façon, tout est mieux en groupe, hein, donc cette phrase n'était pas sortie de son contexte. Hein, sauf Haneke, du coup, sauf Haneke. Mais on va te faire une soirée à Haneke, tu vas voir. On va faire l'expérience, on vous dit tout. Mais avec de l'alcool et avec des potes, hein, on peut tout rendre marrant. Hein, mais ce que j'allais dire aussi, c'est que je trouve pas que c'est forcément le film absolument à voir entre potes et bourrés pour vraiment l'apprécier. Je pense que si t'en manques un petit peu de film un peu expérimental, un peu bizarre, c'est un bon truc, voilà. Mais après, c'est pas le film qui m'a le plus marqué à ce niveau-là, mais c'est sympathique, quoi. C'est un peu ce que je retiendrai, c'est sympathique. Je pense que si t'en as marre de regarder ce qu'il y a sur Netflix, il est sur YouTube, c'est bon. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est quand même mieux que beaucoup de choses sur Netflix, je suis désolé. Donc, tous ceux qui ont vu le What the Cut sur les vidéos japonais et qui ont rigolé devant ça, regardez ce film. Oui, c'est vrai que si vous vous intéressez à un peu l'humour japonais, concrètement, c'est un excellent exemple d'humour japonais. Oui, tout à fait. Et si vous n'aimez pas ça, il y a une partie au Mexique qui peut vous intéresser peut-être. Surtout qu'en plus, un truc que je m'étais dit aussi, c'est en le retrouvant sur YouTube, c'est que c'est vrai que YouTube, c'est un petit peu espèce de bibliothèque des films qui n'ont pas trouvé leur public. On peut les retrouver dans les méandres de YouTube. Oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est un peu un nouveau moyen finalement de découvrir un peu des petites pépites comme ça. Il faut juste savoir rechercher. Il y a beaucoup de trucs d'Europe de l'Est sur YouTube. Oui, ça c'est vrai. Oui, mais il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de vieux films libres de droit, mais il y a aussi des espèces des cochonneries. Des japonaiseries. Des japonaiseries, ouais. Si je me trompe pas, au Japon, ils utilisent pas énormément YouTube, donc peut-être ils surveillent beaucoup moins ce qui est uploadé dessus ou pas. Je sais pas. Sûrement, mais je pense qu'en général, parce que c'est pareil pour la musique, pour le sample, les Japonais sont beaucoup moins regardants que les Américains à ce niveau-là. Sauf Ghibli. Sauf Ghibli. Parce que quelque part, ils sont un peu américains eux aussi, quoi, Ghibli. Non, mais c'est surtout ils ont plus... aussi, ils ont une espèce de relation un peu chelou avec Disney, donc il y a peut-être ça aussi. Non, ils se détestent, Ghibli et Disney. Non, ce cas, c'est que... Oui, mais... à la base... Non, mais c'est Disney qui distribue Ghibli, donc c'est pour ça qu'ils se détestent, c'est parce qu'il y a eu des problèmes de communication entre les deux. C'est pour ça qu'ils se détestent, mais ils gardent une relation de business. Oui, c'est ça, l'argent.
Ouais, mais ça, Bon, c'est les gars, encore un autre symbole. débat. En tout cas, moi, je dis un peu tout ce que je voulais dire. Je sais pas vous. Je pense aussi. Moi, Ouais, je je recommande pense à tout le monde. Moi, j'en ai rien à foutre. Tout le monde peut le regarder. Si vous êtes en première année d'école de cinéma Ah. et qu'on vous demande de faire un scénario muet, regardez celui-là. Ouais. Bon, Regardez celui-là, ça peut vous aider à piger les trucs de la communication non verbale. Mais en vérité, tous les films qu'on propose, c'est pour les cinéphiles et les étudiants en cinéma. On peut très clairement dire Oui, que bon. notre filmographie est composée exclusivement de films de niche. Est-ce que tu recommandes de regarder Southland Tales aux étudiants de cinéma? Non. non. Après, J'ai failli tomber de ma chaise, hein. non, finalement, je le recommanderais parce qu'on apprend beaucoup des échecs des autres. Donc, c'est vrai qu'on apprend Oui, voilà. très très bien Voilà. des mauvais scénarios. Ouais, Ça, c'est vrai. Plutôt que casser sur Luc Besson parce que le pauvre il n'en peut rien, on va casser sur Southland Tales, tu vois. moi, je suis pas contre de casser sur Luc Besson quand même. Hein. Moi, ça me va. ouais. Alors, non. Alors, je vais instaurer une règle. On ne parle pas de Luc Besson durant les podcasts. Oula, c'est un autre débat à préparer. Ah, le setup pour des Ouais, prochains on en reparlera Ouais. un autre jour aussi. Hein. Et Bon. par On contre, note, là, on a... Aujourd'hui, je sais pas ce qu'on a, mais on dérive sur beaucoup de débats qui font beaucoup de bruit. Ah, c'est bon, on est là, on discute. Oui, hein, Oh, bien ça va sûr. être remonté. C'est pas une critique, hein, voilà, c'est juste que c'est un truc que je remarque, quoi. Ben voilà, je pense qu'on peut terminer. On vous a une autre question par rapport au film. Est-ce que tu recommandes de regarder l'émission de Matsumoto où il se fait Alors, défoncer? j'ai regardé des extraits, j'ai pas regardé l'émission en entier. Je sais pas si. Alors, le problème, c'est que ça marche, c'est sous-titré, quoi. Donc, je sais pas. Ok. Vous pouvez tester, taper son nom et vous verrez. Hein. Est-ce que tu recommandes de regarder d'abord Symbole ou de regarder d'autres films du même gars avant de voir celui-là? Le mieux, c'est Saya Samurai. Je pense que Saya Samurai est plus simple à aborder. Après, le Symbole est plus direct. Le truc, c'est que Symbole, il joue dedans. Ouais. Du coup, tu découvres mieux le personnage en regardant Symbole et tu découvres mieux son type d'humour aussi. Après, si tu veux un film un peu plus, pas familial, mais ouais, accessible, tout public, entre guillemets, Saya Samurai est plus simple. Saya Samurai qui est son plus connu. Qui sont plus connus, celui qui a le mieux marché. Ah, je crois que c'est Ouais. c'est Big Man Japan, non? Non. En fait, ça c'est un truc que je vais peut-être conclure là-dessus. Aucun de ses films n'a vraiment marché au Japon. C'est peut-être pour ça qu'il a plus rien réalisé depuis 5-6 ans. Depuis plus longtemps Parce que aussi. ces films n'ont marché que dans les festivals, que au bif. Tu vois. C'est comme ça qu'on le connaît. Oui, tout à fait. Mais oui, donc ces films marchent pas vraiment Quelle au Japon. tristesse. Donc voilà. On préfère regarder l'adaptation de l'Attaque des Titans. Ouais, ne sois pas vulgaire. Bah, je suppose que oui. Ouais, je suis pas vulgaire, hein, je dis les faits. Du coup, c'est pour ça qu'il a arrêté de réaliser. J'en sais rien, à peu mais près, ça joue peut-être un petit peu. En fait, j'en sais rien. J'ai pas vu de... Enfin, il y a aussi qu'il a sa carrière de télé très... Oui, ça par contre, il est Avec toujours, il c'est est à la ça. télé depuis Ouais, c'est 30 ça. ans et il est toujours là-dedans. Oui, donc peut-être quelque part, Ouais, bah, je pense que c'est ça. Hein. d'un autre côté, il s'est dit, bah, ça a pas trop marché de faire des films, donc voilà, j'ai ma carrière, c'est bon, pas besoin de niaiser. On n'a pas du tout parlé de la fin, d'ailleurs. Bah, comme vous étiez parti pour ne pas spoiler. Admettons qu'on spoil, hein, donc. Parce que, en fait, finalement, la fin, ça se termine par une grosse blague. Je dirais pas une blague, c'est même pas une forcément. grosse blague, c'est une petite blague. Non, parce qu'il y a la blague, du coup de boule, mais après, il y a encore des choses qui se passent. Il y a encore le personnage, enfin le héros, qui Oui. devient Dieu, pour l'interrogation. Mais le dernier plan. Ouais. Oui, ben c'est ça, il devient Dieu, et en fait, le dernier miracle qu'il va faire, ça sera un tout gros bouton. Le dernier miracle qu'il fait, c'est d'arrêter le film, en fait. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il allait trop loin. En fait, il est ultra ouvert. Tu peux l'interpréter comme tu veux, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression que pour moi, c'est un peu le type d'ouverture qui est genre... je sais pas trop comment finir le film, du coup, je vais faire un truc ultra ouvert et je vais dire genre, ouais, c'est comme ça, c'est ouvert à l'interprétation et j'ai pas besoin d'avoir une vraie note finale. Tu vois. C'est un peu le sentiment que moi j'ai, c'est qu'il savait pas trop, du coup,
il s'est dit, bon, voilà, c'est bon, on fait juste un espèce de truc un peu métaphorique. Ouais, très clair. Moi, je l'ai senti aussi comme ça. J'avais l'impression qu'il savait pas trop quoi dire, en fait. Et il a préféré de nous mettre des images, de nous mettre dans une expérience sensorielle. Oui. Bon, voilà. Bah, je sais même pas s'il avait quelque chose à dire à la base. Concrètement, Voilà, non, le film, ça, je pense qu'il y avait rien à dire. Quoi. Concrètement, en fait, quelque part, la vraie note finale, c'est le gag, concrètement. Oui, en vrai, c'est ça le vrai film. Petite conclusion finale pour tout le monde. Bah, moi, j'aime bien. Merci, Dessous. Pas de problème. Ma conclusion, c'est que je suis content. Pour une fois, on est d'accord sur un film. Et ça, c'est beau. Bah ouais, moi je croyais que ça allait créer la dissension et... Non, moi je suis pas d'accord. Ah. Sur quoi? Mais ouais, moi je suis nul. Non. En fait, voilà, je pense que les films est très bien. C'est juste que je ne saurais pas le voir une troisième fois, je pense. Bon, okay. Je trouve que bon, après c'est pas très grave, on va dire. Non, mais bon. Je pense que c'est sympa de le redécouvrir, mais genre après très longtemps. Quoi. Mais le revoir plusieurs fois à la suite, je ne sais pas. Je pense que oui, effectivement, il perd beaucoup au revisionnage, je pense. De toute façon, c'est pas un débat sur combien de fois on peut le regarder maximum. C'est juste, est-ce que c'est un bon film de base? Je pense que oui, on est d'accord pour dire que c'est un bon film quand même. Oui, bah c'est bien de le voir une fois. Je pense que c'est bien de le voir une fois, mais en fait, c'est vraiment un film c'est vraiment le genre de film qui est fait pour les festivals. Quoi. Donc, c'est un one shot en fait. Oui, il avait bien sa place au bif. Quoi. Il aura la note de OVNI sur 20. Donc voilà. On met des notes maintenant. D'accord. On a décidé, on mettait des notes maintenant. OVNI sur 20. Moi, je lui donne une note de 1 sur 20. Et vous comprenez bien comment c'est dans les films. J'ai compris. Moi, je mets une note de japonais sur 20. Moi, je suppose, puisqu'on met des notes. Moi, je donne pas de note sur 20. Dessous met un dessous sur 20. Enfin bref. Enfin, tout ça pour dire que franchement, on vous conseille ce film. Mais on n'a pas parlé de confinement. Qu'est-ce que vous avez pensé de son aspect d'aborder le confinement? Il n'y a pas de confinement. L'enfermement. Oui, excuse-moi. D'enfermement. C'est là que le thème se casse un peu la gueule, c'est que oui, il est enfermé, quoi. Oui, je vais sortir. C'est un film est-ce qu'il ne devient pas un peu fou, quand même? Est-ce que il n'y a pas des moments où écoute, on le voit péter un câble? Ok, alors peut-être ce qu'on va faire, c'est on va laisser cet aspect-là de l'enfermement pour le prochain film qui aborde un peu plus déjà ce genre de thématique. La fois dernière, on avait décidé de laisser la surprise, mais en fait, je pense que c'était une mauvaise idée. Donc, ouais, je sais plus ce qu'on avait dit. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde la surprise ou pas? Je pense qu'il vaut mieux pas, perso. Non, gardons pas la surprise. Le cliffhanger, les gars, les cliffhangers. Nucky Day, vas-y, annonce, puisque c'est toi qui as choisi le film. Alors justement, nous allons rester dans le thème de l'enfermement et de la quête de la liberté avec le film Bad Boy Bobby, un film australien qui a reçu un prix à Venise. Et c'est un très chouette film, donc soyez toujours en contact. Eh bien. On se donne rendez-vous la prochaine fois. Ouais, c'est ça, rendez-vous dans la partie 2. Est-ce que tu peux juste nous dire quand il est sorti le film? Attends 2 secondes. Moi je peux. Dessous, dis-nous alors. Ah mais non, c'est à Nucky Day que t'as posé la question. Non 93. En 93. En 93, monsieur. 1993. Oh mon Dieu, on commence à parler d'une autre langue. Oui. Bon, bref, les gars. À la prochaine, alors. Oui. À la prochaine. Au revoir. Au revoir les gens. À la prochaine et à Rendez-vous la semaine prochaine, c'est ça.